j'en avais plus parlé pendant ma. Oups. J'en avais c'est plus juste dire parlé. qu'on enregistre. OK. J'en avais plus parlé dans ma première conférence, vraiment les différentes espèces. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler plus de l'entretien et de la reproduction. Oui, mais c'est ça, les nouvelles espèces, ça arrive à chaque jour aussi. Là, ça n'en finit pas. On en trouve pas à chaque jour ou presque. On trouve des nouvelles espèces qu'on n'avait pas trouvées parce que ça se trouve dans un coin perdu de la rivière. Puis là, c'est formé une autre espèce là. Fait que c'est super intéressant. On dirait qu'il y a des nouvelles espèces qui sortent à chaque fois, à chaque mois. Ben exactement. Puis, je pense que les compagnies là-bas où ils vont chercher les poissons, ils cherchent tout le temps la nouvelle variété justement pour nous attirer. Fait que nous, quand on regarde nos listes, lui, il est nouveau, on va l'essayer. Puis, bang, le marché explose. Puis encore là, pour finir avec les plécos communs, je m'en fais demander souvent, pas pour l'espèce, mais les différencier. Fait que j'avais demandé à Robert de faire ça dans notre live en même temps. Puis c'est ça. Mais ça l'a fait un peu avec l'idée Trois-Rivières. Justement, il y avait, dans le fond, la compagnie avec qui il fait affaire ont été dans une nouvelle rivière, puis ont trouvé un pléco. L'idée Trois-Rivières l'a fait venir, puis il a réussi à mettre son nom par rapport à ce nouveau pléco-là. Fait que même ici au Québec, quand on fait affaire avec des importateurs, mais des fois, ça peut faire en sorte de trouver de nouvelles variétés. Puis, sa nouvelle variété a été enregistrée aussi sur Planète Catfish. Fait que c'est une nouvelle variété qu'on n'avait pas vue. Puis, on l'a découvert l'année passée, je pense, il y a 2 ans. Fait que ça fait pas une éternité que cette espèce-là a été découverte. Fait qu'on passe ça. Ouais, super. Merci. Puis c'est une bonne intro, c'était le fun. Fait que le Ricardé, pléco et Ancitrus, entretien et reproduction. Fait qu'on va montrer un peu, on va parler un peu de l'entretien, puis de la reproduction. En tout cas, je pense que le titre il est assez flagrant. Fait qu'on y va sur le premier. On va commencer avec les bases de l'aquarium. Fait que là, on voit vraiment les substrats recommandés. Je recommande le sable, puis les sols techniques. Sol technique, dans le fond, c'est doux. Dans le fond, c'est surtout des boules d'argile. On en retrouve de l'argile, on en retrouve d'autres composantes plus naturelles qu'on peut retrouver un petit peu plus dans les rivières, dans le fond, où on retrouve les plécos. En même temps, mais c'est un bon adoucisseur de pH. Oui, il y a des plécos qui maintiennent un pH quand même assez élevé, mais de base, il tolère un pH plus élevé. Il tolère un pH plus élevé, mais de base, c'est quand même retrouvé dans des rivières au Pérou, en Amazonie, en Colombie, au Brésil. Fait que, c'est toutes des rivières qui ont un pH quand même bas. Puis pourquoi qu'on a décidé de mettre ce sol technique-là, puis le sable, c'est si vous avez déjà pris un pléco ou un ancitrus, puis vous avez flatté le bedon un peu, là, c'est doux. Fait que c'est fragile aux infections. Fait que c'est pour ça qu'on a mis vraiment l'emphase sur les sols un peu plus sablonneux. Exact. Fait que substrat non recommandé. Fait que là, j'ai mis le corail concassé, puis j'ai mis le silice. Le silice, s'il est grossi, on voit vraiment qu'il y a des parties qui sont tranchantes. Le silice, on peut le retrouver dans plusieurs variétés. Là, j'ai mis le clair, mais il l'a dans le noir, il l'a dans le brun, il l'a. Fait qu'il faut faire attention, même quand on achète du sable, il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de silice à l'intérieur, parce que ça peut être très tranchant dans le fond. C'est le composé qu'on trouve dans le verre, surtout. Fait que faut faire très attention avec le silice, ça peut être très coupant. Le corail concassé, encore là, l'aragonite, si on le prend en gros morceaux, on peut se retrouver avec des restants de coquilles. Je ne sais pas si on le voit bien. Attends, je ne sais pas si je peux. Ici, on voit une genre de coquille d'escargot. C'est encore très tranchant.
Il y a d'autres parties, si je cherche un peu ici, on peut retrouver tranchant, coquille. Fait que, on peut retrouver beaucoup de coquilles là-dedans. Fait que juste faire attention pour pas. Si vous voulez vraiment avoir un pH élevé avec des Africains ou quoi que ce soit, essayez de le prendre le plus finement possible. Il y en a, c'est quasiment du sable. Fait que déjà là, ça va être beaucoup plus favorable pour les plécos. Puis si vous avez des questions au travers, gênez-vous pas. Je pense que vous avez une sélection de lever la main ou juste mentionner dans le chat comme quoi vous avez une question. Habituellement, il débloque votre micro pour qu'on puisse répondre à votre... ou juste poser la question dans le chat. Il y a quelqu'un qui va lire votre question. Ariane, sinon... je t'ai vu. Je pense qu'on a déjà une question. Essaye de se faire voir. Mais okay. Oui, comme Robert a dit, si vous pouvez écrire votre question dans le chat, puis je vais la lire. Ou si vous voulez vous la poser vous-même, ben, levez la main, faites-moi signe, puis je vais les interrompre pour votre question. Mais vas-y, Ariane. J'entends on pas. n'entend pas. Ouais, ton micro il est fermé. Il y a comme une main sur son image. C'est ça, elle lève la main. Ah, OK. Ouais, elle a levé la main, elle a essayé de parler, mais on n'entend pas son micro. Ça fait je comme vois moi, ton icône. Ton icône va on et off. Ariane, tu fermes ton micro, mais nous, on t'entend quand même pas. Ça a fait comme moi tantôt avec. Allô? On entend. Bonjour, Ariane. Bonjour. Oui, dans le fond, je voulais savoir là, la garnotte d'animalerie, là, du gravier, que c'est pas fin comme du sable, mais c'est pas non plus tranchant, c'est quand même quelque chose qui. C'est pas poreux, c'est doux quand même. Mm-hmm. Ça peut faire la job pour les gros plécos. Les petits, tu peux le tolérer aussi, là, mais c'est parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'il est tellement fort qu'il pourrait se le coincer dans la bouche. C'est du déjà vu. Je même pas pensé. Si on parle de gros gravier, là, si tu dis que c'est vraiment plus fin entre le gros gravier et le sable, c'est quand même moins pire. Mais quand tu le touches avec tes mains, c'est doux, tout est correct. Format, les formats de couleur, roche rouge, roche bleue, là, c'est le substrat d'animalerie, c'est correct. On veut juste pas que ça soit coupant pour pas que ça blesse dans le fond vos plécos. En même temps, c'est ça, pour eux autres, c'est moins agréable aussi. En étant un poisson de fond, c'est ta vie que tu passes sur un tapis de verre. Là. Oui, c'est ça, c'est moins agréable. Fait que, on a fini les sols. Fait que là, les bois les plus utilisés, on a le bois de Malaisie et le bois de Mopani. Le bois de Mopani, il va être utilisé surtout pour son... Il dégage quand même un tanin. Il y a des belles formes. Mais par exemple, le bois de Malaisie, c'est un bois beaucoup plus mou. Fait que si vous avez des panacs, pléco, plus dans le forme des communs, les hippostomus, les petits Glycoptis, en tout cas, je me trompe tout le temps dans ce nom-là, il est long. Puis, moi, je ne m'aventure pas, ça va être encore plus drôle. Les plécos communs, en tout cas, qu'est-ce qu'on en retrouve dans les gros plécos? C'est un bois qui va favoriser vraiment le fait d'aller le gruger et tout. Puis en même temps, ben, ça sert de cachette. C'est ça. Ça fait des beaux montages de bois. Puis le bois de Mopani, ben, si tu veux faire descendre ton pH aussi, le tanin que ça dégage aussi enlève du stress dans l'eau, enlève du stress du poisson. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu dans l'histoire, eux autres, là, ils ont des prédateurs. Hein? Fait que quand ils voient ton œil gros comme ça devant eux autres, ils aiment bien ça être en sécurité. Fait qu'ils te voient moins avec le tanin. Fait que ça l'enlève du stress. Puis il y a beaucoup de poissons qui aiment ça. Il y a une question? Ah, j'avais entendu quelque chose. Hein. Le tanin, c'est pas quelque chose que tout le monde va apprécier. Habituellement, il y a beaucoup de monde qui va préférer un eau clair. Le tanin, dans le fond, ça fait comme un thé avec votre aquarium. Fait que, non. Ça fait comme une teinte qui peut aller dans le brun rougeâtre un peu. Fait que c'est vraiment au goût de la personne. Mais encore là,
moi, je favorise dans tous mes aquariums, j'ai du bois de Malaisie, beaucoup. J'ai un peu de bois de Mopani. J'en mets un petit peu moins dans le fond. 220 gallons, j'ai une grosse racine de bois de Mopani, mais le 2 tiers de mon aquarium, c'est du bois de Malaisie. Fait que pour le prochain. Ben, généralement, là, pour finir, là, quand tu as un pléco, ben, le bois, là, c'est primordial. Ça sert comme cachette. Il peut aller gruger dessus. Il s'en nourrit aussi. Oui. C'est très important. C'est un bon régime alimentaire pour les plécos. C'est sûr que l'hypancitrus va moins en manger parce que c'est vraiment un carnivore. Mais pour le reste, c'est une bonne solution, le bois. Fait que c'est pour ça, c'est direct pour ça que là, j'ai mis type d'aquarium selon le pH et les poissons favorables pour les loricaridés. Je vais t'interrompre pendant que vous parliez du bois. Mais mettons les gens qui prennent des branches de chêne et les trucs qu'on trouve ici à l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bon pour les plécos aussi? Oui, j'ai aucun problème avec ça. Il ne faut pas que ça soit résineux. Non, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit comme un conifère. Un cèdre ou quelque chose. Mais là, tu as parlé de chêne. Moi, écoute, j'avais une super belle branche d'érable, vraiment écœurante, que j'avais trouvée sur le bord de la rivière. Je l'avais mis dans mon aquarium. Je pense qu'elle a fait 6 mois. Les plécos étaient tout le temps, every time dessus. Ils te l'ont grugé puis mangé. Ça n'a pas été trop long. En dernier, elle partait d'en bas puis elle montait, elle se coinçait comme dans le haut de mon aquarium. En dernier, je n'étais plus capable. Le milieu, il était tout mou parce que j'avais plus de bois pantoute. Ils l'ont mangé. Fait que érable, que ce soit le chêne. Le chêne. Puis le chêne, en même temps, ben, quand ça arrive l'automne, vous pouvez ramasser les feuilles. Les feuilles de chêne. Les ancitrus, puis ils les mangent à volonté. Ça fait comme un peu les feuilles de catapa, mais ici au Québec. Fait que si vous avez un chêne sur votre terrain, vous savez où il y a un chêne, vous pouvez aller cueillir les feuilles. Les faire sécher. Faire sécher. C'est sûr qu'il faut préférablement les faire bouillir, genre une petite 30 secondes dans l'eau bouillante. Là, vous les mettez, vous les sortez. Juste pour vraiment les désinfecter avant de les mettre dans votre aquarium. C'est super, ça aussi. On a une question de Denis, sûrement, concernant ce qu'on se parlait. Ben oui, j'entendais ça, vous parliez de feuilles de chêne, mais c'est bon pour pas mal tous les types de poissons aussi, tous les poissons, les escargots, les plécos, ancistrus et tout ça. Oui, tout ce qui est amazonien. Ouais, OK, tout ce qui est amazonien, merci. Puis, je voulais juste ajouter, je sais que j'avais pris il n'y avait pas juste des feuilles de chêne qu'on pouvait mettre. Je pense qu'il y avait du hêtre aussi qu'on peut trouver à l'extérieur, de l'érable, de la lortie, des cônes aulnes. Oui, il y a une sorte de cône qu'on peut mettre, oui. Et du bouleau. Pouvez-vous confirmer que c'est tout bon, ça? Une fois que c'est sec, bien sûr, on le ramasse ça à l'automne. Je ne peux pas m'embarquer sur les autres feuilles, mais je sais que le chêne, il fonctionne. Les cônes de aulne, ça aussi, je confirme, pour plusieurs types de poissons, surtout amazoniens avec un pH très bas, c'est très favorable. Le feuille d'érable, ça, j'en ai entendu parler, très populaire aussi pour les terrariums, les feuilles d'érable. Aquarium, moi, je n'ai jamais pris le guess. Mais je sais que dans les terrariums, on l'utilise beaucoup, la feuille d'érable. Mais ça, moi, je te parle de connaissances. Qu'on a pratiqué, nous. Ça. Parce que moi, je ne veux pas dire de quoi, puis ça ne l'est pas. Fait que, merci, les gars. Moi, je parle vraiment de connaissances. Fait que... C'était fini pour toi, Denis? Oui. Ouais. Fait que... Là, j'ai été chercher 2 types d'aquariums. On a l'amazonien avec un pH très bas. Puis, on a l'africain. Oui, c'est beau, un aquarium d'Africain avec des base rocks montés et tout. C'est super beau. Moi-même, je le fais. Mais sauf que si on décide de mettre plusieurs plécos, surtout que j'ai vu une grosse mode, que vu que les L204 Flash Pléco, en anglais, en français, je pense que c'est Pléco Empereur. Oui. Puis le vrai nom, je me rappelle.
rappelle plus. Je sais que c'est un Panac. Oui. Panac Abrevis. En tout cas. Mais le L204, il ne faut pas oublier que c'est un Panac. Les Panacs sont des mangeurs de bois. Fait que c'est sûr qu'il faut en avoir dans son aquarium. Si on décide de mettre pléco ou en citrus, ces affaires-là, il faut en mettre. Puis, dans les grands lacs de l'Afrique, c'est pas de la base rock qu'on retrouve, c'est beaucoup de la roche calcaire qu'on retrouve aussi en aquarium. Puis bien souvent, sont moins chers que de la base rock. Fait qu'on peut se faire un beau montage comme qu'on voit ici sur la photo avec une belle branche, puis on peut y aller avec des roches calcaires superposées. Si vous voulez vraiment opter avec de la base rock qui peut avoir des côtés tranchants, qui peut blesser vos plécos, vous pouvez le faire. Je ne conseille pas, mais vous pouvez le faire. Ce n'est pas extrêmement mauvais. Juste faire attention, puis mettez au moins un morceau de bois au travers de votre... si vous voulez, cachez-les en arrière de votre montage de roche, mais il en faut pour le régime alimentaire de vos plécos, c'est sûr et certain. Essayez de trouver une façon. Moi, j'ai déjà vu comme ils partaient une pile de roche, après ça, ils mettaient un morceau de bois, puis ils recouvraient comme de roche. Ça faisait comme si la branche sortait un peu de la montagne de roche. Ça faisait vraiment beau. Fait que juste faire attention à ça. Puis, comme on voit sur la photo ici, c'est vraiment un bel aquarium de cyclidés africains. Puis la branche, elle fait vraiment partie d'un décor central. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis c'est parfait, surtout si vous avez des L204. Ça va être parfait pour eux autres. Là, ici, on le voit très bien dans la photo. Je ne sais pas si vous voyez quand même assez grand sur votre écran. Mais on voit que lui, il n'y a pas de L204 parce qu'il n'y aurait pas d'algues comme ça sur sa branche. C'est sûr, certains, il nettoierait très bien le morceau de bois. Il l'aurait grugé. Oui. Ouais, quand j'avais déjà fait l'élevage de Panac Macus, dans le fond, c'est des petits Panacs qui... C'est L104. Oui, 3 pouces environ adultes maximum. Puis quand j'avais des morceaux de bois avec des algues dessus, je mettais ça dans l'aquarium et une semaine après, j'ai rien pantoute. Tout avait été nettoyé à grandeur. Fait que là, je le remettais dans mon aquarium principal. Fait que là, cachette naturelle et reproduction, j'ai tellement aimé la photo de l'aquarium de cyclidés africains que j'ai décidé d'en faire la section cachette naturelle. Fait que bois et roches empilés, ça offre beaucoup de cachettes. Ou sinon, on a les caves de reproduction, qui peut être aussi look naturel aussi. Parce qu'il y a beaucoup de plécos. Ben, il y a certaines races de plécos, comme les Poracanticus, que lui, il va se reproduire surtout dans les troncs d'arbres. Fait qu'il va choisir un creux dans un tronc d'arbre, il va se cacher là. Quand il y a une femelle qui passe sur le bord, poup, il rentre la femelle à l'intérieur, puis il va la coincer. Fait qu'on utilise ça ou des morceaux de bois comme qu'on a montré tantôt, mettons le bois de Malaisie avec un creux à l'intérieur. Mais il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs espèces de plécos. Peut prendre plusieurs années avant de se reproduire. Fait qu'il faut pas s'écœurer au bout de 2 ans. Là. Ça peut prendre 2 ans et demi, 3 ans avant qu'ils se reproduisent. Puis si, mettons, au bout de 2 ans, ils ne se sont pas reproduits, qu'est-ce qu'on conseille? C'est un changement radical d'aquarium. Préparer un aquarium exprès pour eux autres, pour les accueillir. Puis souvent, ça fonctionne. Puis ouais. ça peut... Il faut faire une communauté. Ça ne peut pas juste être un couple. Il faut avoir un groupe. Fait que pour faciliter là, la reproduction des plécos, c'est vraiment un groupe de 6, 10, 12. Là. C'est vraiment favorable pour réaliser votre accouplement. Oui, c'est pas comme les ancitrus. Les ancitrus, on peut mettre un mâle et une femelle dans un aquarium, mettons dans une 10 gallons, puis whoop, ça va peupler à tonnes. Vraiment, quand on parle de Hypancitrus, toutes les autres espèces, il faut vraiment y aller avec un groupe.
Habituellement, quand on parle d'un groupe, dans les plécos, on parle de minimum 6. Fait que ça, c'est vraiment le minimum. De toute façon, tantôt, on va voir des exemples d'aquariums de reproduction. Ça va vous donner une petite idée un peu. Fait que pour la nourriture, quand on va, mettons, pour des pastilles, on a 2 choix bien souvent qui nous offrent le plus souvent. Ariane, elle a une question. Hop, Ariane? On t'entend On pas. t'entend pas, Ariane. Pauvre. Allô? Ouais. Allô? Allô, Oui, ça marche? Oui. Ouais, ça, c'est mon micro de caméra, là. Mais ouais, les plécos, là, quand on parle de plécos, là, moi, ils ont comme un pied de long, là. Pour faire un groupe de 6, genre. Non, là, on ne parle pas de pléco commun ou de grosses espèces de pléco. Pléco, dans le fond, je vais te le dire franchement, là, pléco, c'est le terme anglais, puis c'est le terme le plus Utilisé pour J'étais en train de mettre my God. le vrai groupe, on devrait dire l'Oricaridé. Oui, c'est ça. On devrait dire l'Oricaridé. En anglais, eux autres, c'est pléco. Eux autres, ça l'englobe toute la famille des plécos. Fait que quand on parle de l'Oricaridé ou quand on dit vite pléco, c'est vraiment les Hypancitrus. Variacitrus. Ouais, ça, il y en a tellement de variétés. Les plécos communs, même on met les ancitrus dans un chose à part, mais ou sinon, même pour les Anglais, même les ancitrus rentrent dans la catégorie des plécos parce qu'eux autres, c'est un Bushnose pléco, Bristol Nose pléco. Il y a tellement de noms, c'est fou. OK. Mais c'est ça. Ben, si tu en veux dans les petits, tu regardes vraiment Hypancitrus, là, tu vas trouver là, de 3 pouces et demi à 7, 9 pouces facilement. Ça, pour les différencier, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit très bien, on va dire, dans le nom latin? Parce que quand je regarde les fournisseurs, là, les noms communs, je me perds bien raide. Fait que j'essaie de me fier au nom latin. Dès que tu tombes dans les Hypancitrus, c'est une variété qui reste quand même petite. C'est une espèce qui est plus carnivore. Les Poracanthicus, c'est une espèce, tantôt on va en parler un petit peu plus dans le fond de leur régime alimentaire. Mais oui, dans les noms latins, ça va beaucoup plus t'aider que les noms anglais Sinon, tu tombes dans les plécos. Dans les localités, tu as souvent des numéros qui les accompagnent. Tu pourrais plus te fier aux numéros quand tu fais ta recherche qu'aux noms. Tu vas trouver plein d'images, de trucs, de vidéos. Puis pour les recherches, tantôt, j'en ai parlé vite, mais peu importe par nom ou par numéro, Planète Catfish, c'est vraiment la référence. Fait que vous tapez Planète Catfish sur Google, ça va vous emmener direct. Ça va vous donner le lien pour aller sur le site. Toutes les variétés sont là. Fait que si, mettons, vous allez en Amérique, il y a un poisson qui vous intéresse ou vous l'avez acheté, mettons, sur un coup de tête sans vous informer, allez voir. Allez voir sur Planète Catfish son régime alimentaire, le pH qu'il peut tolérer, ces choses-là. Vous allez en apprendre beaucoup, voir s'il y a eu de la reproduction déjà répertoriée en aquarium. C'est toutes des choses qu'on peut aller voir sur Planète Catfish. Sinon, si tu aimes lire en anglais, il y a Aqualog, il y a Pléco, un livre vraiment complet. Oui, Aqualog recommande fortement. Aqualog, ça va vraiment vous dire quel genre de cachette, quel genre de la cachette, la rivière, ce qu'il mange. Il est vraiment complet, le livre. Oh, tu ne peux pas avoir mieux qu'Aqualog. Il n'est pas donné. Le coût, il est quand même cher, mais honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce livre-là, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que même quand moi, je travaille en animalerie, puis quand je regarde les faits de commande, j'aime bien ça savoir qu'est-ce que je commande, ils ne sont pas tout le temps clairs. Fait que ça va pas mal m'aider, ces informations-là. Merci. Bien, pas de trouble. De toute façon, ça, je l'ai tout le temps dit dans mes lives. Louis, en passant, tantôt, tu as parlé de mes lives sur Aquarium Nation. Je ne suis plus à Aquarium Nation. Je suis même sorti du groupe parce que justement, ça s'en venait un petit peu trop élevé pour moi. Fait que j'ai parti une page de live.
Je n'en ai pas fait encore, je n'ai pas eu le temps. Je recommence ça avec vous autres à soir dans les conférences. Fait que je vais retourner dans mes lives bientôt. Puis Ariane, gêne-toi pas. Si tu as d'autres questions, tu veux commander quoi que ce soit des plécos pour ton animalerie, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Si tu viens me parler, mettons, en privé, ces choses-là, tu as des questions, ça va me faire plaisir. Je l'ai déjà fait pour d'autres animaleries avant toi. Fait que gêne-toi pas là-dessus. Merci beaucoup. On a perdu notre fournisseur d'informations officielle qui était notre représentant Zoomen. Fait qu'on est un peu perdu. Oh, OK. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Fait que pour les pastilles de nutrition, on a vraiment deux sortes beaucoup plus distinctes. Fait qu'on a la base de spiruline qui est vraiment plus pour végétariens. On peut en donner aussi aux carnivores de temps en temps. Ça favorise une bonne digestion. C'est comme quand on prépare, s'il y a déjà quelqu'un qui a préparé de la bouffe chez lui pour les poissons, ces affaires-là, ben, on va quand même rajouter, mettons, des épinards, des petits pois pour favoriser une digestion. Parce que même si nos poissons sont carnivores, ils ont besoin d'une bonne digestion. Puis, les pastilles végétariennes aident à une bonne digestion pour les carnivores. Fait on a les pastilles aussi carnivores, que là, on peut en donner, mais un peu moins à nos plécos qui sont herbivores. Ils vont en manger parce que beaucoup de plécos sont omnivores. Dans la famille des omnivores, on a les Benoît. Les Hypanstrus. Non, ils sont carnivores, les Hypanstrus. Omnivores. Les Anstrus? OK. Charles, TL 197, c'est quoi? Non, c'est pas. Ah, okay. On va y aller avec des pécoltias. Les pécoltias sont vraiment omnivores. Je pensais que Benoît, il connaissait la réponse. Fait que les pécoltias, eux autres, sont vraiment omnivores. Fait que les autres, là, c'est vraiment des. On pourrait appeler ça des poubelles, quasiment. Parce qu'eux autres, mettons, c'est un poisson mort, quoi que ce soit, ils vont aller s'en nourrir. Même s'il est végétarien, ils vont aller le gruger. Oui, mais c'est pas des végétariens, les pécoltias, c'est vraiment les plus omnivores dans la famille des plécos, c'est eux autres qui mangent vraiment de tout. Fait que si vous avez, mettons, on va en parler à la prochaine fiche, on va y aller tout de suite. Fait que bien varier la nourriture, mais nourrir pas tous les jours. Oui, c'est vrai ça. Parce que bien souvent, la plupart du monde vont aller nourrir à tous les jours. La nourriture qu'on donne est très riche. Les plécos, ils grugent, mais la plupart du temps, sont cachés. Fait que c'est pas des énormes mangeurs. Ils ne mangeront pas genre 10 fois la quantité de leur peau, peu importe, comme certains animaux. Là. Ils vont gruger, mais vraiment, tu sais, ils se fatiguent vite. Fait que généralement, ils vont se cacher, puis c'est ça, ça ne mange pas extrêmement. Fait que essayez de sauter des fois un jour ou deux, ou gênez-vous pas. Fait que de la nourriture naturelle, sûr qu'il y a mieux dans le naturel. Dans les légumes, courgettes, dans le fond, zucchini, pour le monde qui aime mieux ce terme-là. Fait que courgettes, zucchini, patates douces, concombre. Il faut faire attention aux pépins. Essayez d'enlever la partie pépins le plus possible parce que ça reste dans votre aquarium puis ça peut nuire. Ça s'en va partout dans le filtreur. Ça pollue, là. C'est pollueur. Fait que juste faire attention aux pépins. Vous pouvez enlever cette partie-là. C'est pour ça qu'on favorise la courgette. Les pieds de brocoli, mettons pour ceux qui ne mangent pas trop le gros pied qui vient avec, qui ont tendance à l'acheter, vos plécos, c'est sûr qu'au début, ça se peut si vous essayez des nourritures naturelles qui ne soient pas portées directement à aller dessus. Mais un coup qu'ils vont commencer, par exemple, ça se peut que vous gaspillez, mettons, une courgette la première fois ou un pied de brocoli. Mais gênez-vous pas à leur mettre dessus la première fois, ils vont y aller. Ils ne seront pas trop sûrs, mais après ça, un coup qu'ils vont en avoir bien mangé, ils vont continuer, puis ça va devenir leurs aliments favoris. Sinon, on a les feuilles d'épinards, les feuilles de catapa. J'en ai sauté un, je reviens là-dessus. Feuilles de catapa, feuilles de chêne, ça, on a parlé tantôt.
C'est des bonnes cachettes. En même temps, vu qu'ils sont sèches, c'est bon pour le pH. Surtout les feuilles de catapa, antifongiques naturelles. La feuille de chêne, je ne sais pas si c'est antifongique. Fait que ça, là-dessus, c'est très bon. La feuille de pissenlit, je reviens sur la feuille de pissenlit. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la reproduction, surtout dans citrus, calcium, ouais. vous avez une plus grosse portée, plus d'œufs. Ça peut favoriser un bon gros nid dans le citrus d'un coup. Exact. Feuilles d'épinards, très bon de nourrir beaucoup de feuilles d'épinards. Si vous voulez déclencher une ponte, ça stimule la femelle, ça lui donne un boost pour produire des œufs, puis à partir de là, vouloir aller se reproduire. Puis comme Benoît a dit pour la feuille de pissenlit, le calcium, pour le monde qui ne le savent pas, pour le même poids de lait versus la feuille de pissenlit, c'est 2 fois plus de calcium que le lait. Fait que ça a plein de bonnes vitamines, plein de bons composantes, dans le fond, à l'intérieur, qui favorisent une très bonne croissance, surtout avec le calcium aussi. Toutes les vitamines qu'on trouve dans la feuille de pissenlit. Fait que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me parler en disant Robert, j'ai des pontes dans citrus, mettons des ancitrus qui sont un petit peu plus rares. Puis là, le monde, il était comme je les perds toutes, je perds tous mes bébés. Premièrement, problème que le monde faisait, c'est qu'ils nourrissaient beaucoup trop leurs bébés. Fait qu'on avait une suralimentation, surtout avec des pastilles, ces choses-là. Fait que là, c'était le conseil que je donnais. Les feuilles de pissenlit, c'est vraiment, ça favorise une bonne croissance, comme je l'ai dit, avec le calcium, les vitamines qu'on retrouve à l'intérieur. Puis en même temps, ça ne donne pas une suralimentation, ça donne. Ça pollue moins en plus. Ça reste plus longtemps dans l'eau avant que ça pollue. Fait que l'ancitrus, souvent, a fini la feuille avant même qu'elle ait commencé à polluer. Fait que au printemps, sortez dehors, sortez vos petits gants pour le monde qui utilise des gants, puis cueillez des feuilles de pissenlit, commencez à les nettoyer, stockez ça dans un sac, mettez-les au congélateur, conservez ça. Très bonne idée pour le restant de l'année, mettons quand on tombe en mode hiver. Fait que feuilles de pissenlit, très conseillé. Pour les qu'est-ce qui est plus carnivore, on peut y aller avec le picotia, le pancitrus. Là, on va y aller avec surtout des fruits de mer. Fait que poisson en chair blanche, sole, aiglefin, tilapia. J'ai déjà essayé le pangasius. Je pense que tout le monde connaît le pangasius. Le fameux. Iridescent shark. Oui, iridescent shark qu'on retrouve en Almerie. Ma blonde s'en avait fait vendre un avant que je lui dise que what the fuck. Parce que ma blonde s'en avait fait vendre un dans une Almerie. Ma blonde avait 29 gallons. Puis elle s'est fait dire dans ton aquarium, ça ne viendra pas plus que 6 pouces de long. Et il était rendu ça fait des filets de 10 pouces. Oui, il était rendu à 8 pouces, je pense, en dernier. C'est avant que je sorte avec ma blonde, justement. Je l'ai connu un peu par rapport à ça. Fait que, mais le filet de pangasius, il y a beaucoup de nerfs à l'intérieur, genre de nerveux, la viande est tendre, mais entre ça, c'est comme un peu une cuisse de dinde. Tu sais, les petits os qu'on retrouve dans une cuisse de dinde, mais c'est tout ça, c'est très dur à mastiquer, puis c'est comme des filaments, fait que ça peut rentrer dans vos filtreurs, cette affaire-là, ça peut faire de la pollution. Fait que ça, je ne le conseille pas, à moins que vous le coupez tout en petits morceaux, vous enlevez vraiment tous les nerfs. Mais ça donne bon job. Ouais, ça donne beaucoup de job. Crevettes, fortement recommandé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de poissons qui n'aiment pas ça. Moi, ça fait fureur dans mon aquarium. Si moindrement que. Les plécos en rafale, en tout cas. Oui, c'est ça. Si moindrement mon puffer décide d'en laisser tomber une en terre, tout le monde se jette là-dessus. Les moules, les huîtres, beaucoup d'espèces aussi qui vont aimer ça, surtout les Poracanthicus sont des mangeurs de petits mollusques.
comme justement les moules, les huîtres, les escargots. Fait que c'est pas mal là-dedans. Ou sinon, si vous voulez vraiment, vous pouvez faire une pâte. Si vous avez un hachoir à la maison, un robot culinaire, vous pouvez mélanger justement, mettons, le poisson, crevettes, huîtres avec les légumes, les feuilles, puis faire congeler ça en plaque dans votre congélateur, casser des morceaux, puis donner ça à vos plécos par après. C'est sûr que vous ne tenez pas une grosse quantité, vous n'oubliez surtout pas polluer votre eau. Fait que, exemple d'aquarium de reproduction. Fait que, avant que vous commenciez là-dessus, j'ai eu une question que je ne vous ai pas posée encore. Oui. Bon, Louis nous demande, il cherche un type de lorry qui peut aller avec des poissons rouges. Donc, c'est pour une température de 15 à 20 degrés Celsius maximum. Avez-vous des espèces à recommander? Bien, ça dépend. Ça dépend encore là de la grosseur de son aquarium. 100 gallons. 20 gallons? 100. Ah, OK, 100 gallons. Ouais, il cherchait des ranchous et des poissons rouges. Là. Ouais. C'est ça, des lineheads, des orandas, des chubunkin. OK. Ça dépend de ce que tu recherches comme le regarder aussi. Tu veux que ça reste petit, tu veux que ça vienne grand, tu veux quelque chose de spécial. Dans 15 et 20 degrés. Oui, c'est ça, c'est plus ça. Des fois, ça baisse à 13. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que soit résistant à la température, à basse température. Commun. Ouais, mais c'est relatif dans le commun. Là. On peut aller chercher dans une gamme vraiment large. Mais si tu veux avoir quelque chose de rare qui peut fitter là-dedans, le L095, qui est un de mes archi préférés, ou le luteus, qui est vraiment un poisson qui est comme quand même assez rare puis assez dispendieux. Le 0,95, il n'est pas donné non plus. Oui, bien, il est toujours moins épais que le luteus. Mais c'est ça, dans les hippostomus, tu peux aller chercher vraiment des belles variétés. Dans l'hippostomus, dans le fond, un peu comme le L083, le hyphen gibicep. Oui. Ça, c'est dans la famille des hippostomus. Fait que tu vas avoir les hippostomus tolèrent une eau plus froide. 13 degrés, c'est raide pour un pléco quand même. J'ai testé dans le bassin des Halles jusqu'à temps que je pouvais les ramasser. Mon eau était descendue, je pense, à 10, puis les plécos ne bougeaient plus. Là. Ils n'étaient pas sur le dos, mais il n'y avait plus aucune. Ils ne bougeaient plus. Ils respiraient extrêmement lentement. Fait que 13, c'est limite pas mal. OK. Mais dans la famille des hippostomus, il y a beaucoup de variétés. Fait que moi, je checkerais là-dedans. OK. Ils ne viennent pas tous 12 pouces de long. Là. OK. Super. Il y en a 8, 9 pouces. Ben, 10 pouces, là, 0,95, c'est un beau et rare. Fait que... Oui. Puis c'est d'un rare, c'est un des moins dispendieux. Puis dans Pécoltia, il y en a-tu qui résistent à la température plus basse? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas fait le test non plus pour les Pécoltia. OK. Mais je peux faire des recherches pour toi si tu veux. Ah oui, ça serait super. J'ai gardé des Pécoltia quasiment toute ma vie, puis je les ai toujours gardés à 22, 23, 24. T'sais. Quelle espèce de Pécoltia que tu avais? Ah, ben ça, si tu me poses des questions, c'est crevettes ou c'est plantes, je peux te nommer ça, mais c'est un Pécoltia rayé, tu sais, avec des jambes de rayures beige dessus. Là. Ouais, ben, c'est pas mal tout ça, les Pécoltiers. Ouais. À part le L134, que là, c'est vraiment le plus beau des Pécoltias, là, le Frog, Léopard Frog Pleco. Moi, je pense que je l'ai payé comme 4$ à l'animalerie. OK, non. Ça faisait 10 ans que je l'avais là, avant qu'il décède. Pas le L134. Je pense que ça aurait été un petit peu plus que ça. Ouais. Merci. Ben, ça fait plaisir, mais je vais vérifier ça pour toi. Pour Louis, ça va me faire plaisir. Fait que, exemple d'aquarium de reproduction, on voit le nombre de cachettes qui est vraiment sûr. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas dire population, là, mais il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que ça permet aux mâles, parce que c'est vraiment les mâles, dans le fond, qui se cachent dans les cachettes, jamais les femelles.
favoriser le coincement dans la capture de sa femelle dans une cave. Exactement. Fait que tu as un terrain de jeu. Fait que le mâle, il court après sa femelle jusqu'à temps qu'elle rentre dans une cave, puis il dit bingo. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que tu as des chances d'avoir une belle portée. Fait que ça peut prendre jusqu'à 3 jours avant qu'elle ponde des œufs. Fait que faut être patient. Puis après, ben, le mâle, il est 10 jours dans une cave. C'est pas rare, j'ai vu 12 jours aussi, avant même de voir les œufs s'éclore. Fait que là, tu as du travail de visionnement à faire. Oui, ça peut être très long. Parce que le mâle, il cache vraiment l'entrée. Fait que des fois, avant de voir des œufs, parce que des fois, ils sont quasiment juste au bout de leur nez. Fait que de haut, tu ne les vois pas. Des fois, tu les vois parce que des fois, ils sont collés plus vers le haut. Fait que là, tu as la chance de voir les œufs. Mais sinon. Mes 333, moi, ils les mettent dans leur bouche. Ils ont tellement une belle grosse bouche, là. Il y a une grappe de 30 œufs, là. Ben, ils les ont dans la bouche. Puis je ne sais même pas qu'il y a des œufs parce qu'ils les cachent vraiment bien dans leur cave. Fait que faut vraiment un bon travail de ziotage. Fait que là, une chose pour les aquariums de Pléco, surtout en reproduction, les ancitrus, c'est moins pire par contre. Mais on voit ici, la personne elle a 3 gros powerheads. Ça prend du courant, ça prend une très bonne oxygénation pour qu'est-ce qui est hypancitrus, barriancitrus, pas mal toutes les variétés de poissons de Pléco, à part les ancitrus, mais pour le restant, ça prend une très, très forte. Un bon brassage d'eau. Un bon brassage d'eau, une bonne oxygénation. Fait que lui, il n'a pas pris de chance. 3 grosses powerheads. À plus un EIM, je ne sais pas si vous voyez en haut, on a la sortie d'eau du EIM. Fait que pour avoir sa filtration d'eau. Fait que pour les plécos, pas le choix. Parce qu'on s'entend des plécos, c'est des pollueurs. Fait que la plupart du temps, 0 substrat pour avoir un bon nettoyage d'aquarium parce que justement, vu que c'est des pollueurs, ben, on facilite l'entretien. C'est ça. Surtout quand tu vois les petits bébés, ben, ils ont moins de chances de se cacher. Fait que là, tu les vois, puis tu peux peut-être même les prendre et les mettre dans des breeder box ou dans un aquarium à part. On peut faire ça. Puis aussi, le fait de mettre plusieurs plécocaves empilés où il y en a même que ça va être des roches, c'est pour justement que les bébés aillent se cacher du courant entre les choses, puis en même temps, sont cachés un peu des parents. Les gars, j'ai reçu une question de François qui veut savoir les œufs qui sont abandonnés par le père. Est-ce que ça peut être viable? Oui. Puis est-ce qu'il y a une façon de. Parce qu'il dit, est-ce qu'ils doivent être absolument ventilés? J'imagine que oui, mais on pourrait le faire artificiellement aussi. Oui, on peut le faire. Pour les prendre, tu prends les grosses poires à jus à dinde, là, tu peux aller les aspirer avec ça facilement. Puis après, les mettre dans un tumbler. Puis là, le tumbler va faire la job de ventilation mécaniquement. Dans le fond, pour le monde qui ne savent pas de quoi Benoît parle, vous pouvez aller voir sur Internet, sur Amazon, Wish ou peu importe, un egg tumbler, fish egg tumbler ou un egg tumbler pour les poissons. Dans le fond, généralement, c'est plugué avec un bulleur. Puis, les bulles qui remontent, dans le fond, surtout dans une cheminée en haut, mais va faire une petite rentrée d'eau par entour. Ça va surélever, dans le fond, les œufs. Vous allez voir les œufs brassés. Ils vont brasser par rapport aux bulles qui partent en haut. Fait que dans le fond, ils vont tout le temps se ventiler comme ça. Faire attention, bien souvent, il y a un petit filtre qui vient avec ça. Nettoyer le filtre de temps en temps. Ou sinon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que si, mettons, il y a une cochonnerie, ça peut faire en sorte de faire pourrir les œufs. Fait que faire attention là-dessus, puis ça prend un bon débit d'air quand même. Fait que surveiller pour pas que les œufs non plus ils tapotent. Il faut vraiment juste un petit, un petit mouvement de haut en bas. Puis c'est parfait comme ça. Puis les bébés vont se développer là-dedans. Après ça, vous pouvez les laisser dans l'aquarium des parents, juste dans un petit séparateur qui flotte pour leur laisser plus d'espace. Puis c'est parfait pour ça. J'espère que ça répond à ta question.
Fait que, un autre type là, d'aquarium de reproduction. Là, on est des ancitrus. Encore là, bonne oxygénation. On le voit en haut ici. Fait que peut-être, je ne sais pas si c'est une powerhead ou un sortie de filtreur avec une entrée de bulleur pour shooter beaucoup d'air. Après ça, plusieurs plécocaves, des morceaux de bois encore là pour le régime alimentaire. Puis plusieurs cachettes empilées. Vous voyez, les distances entre les plécocaves ne sont pas toutes pareilles, justement, pour avoir des plus petites ouvertures pour les bébés, des plus grosses pour les femelles qui vont aller se promener entre avant d'aller se faire coincer dans une cave par une femelle, par un mâle. Désolé. Puis pour le monde, des fois, qui me demandent comment on fait pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. C'est sûr que certaines espèces, ils ont ils ont plusieurs différences. Mais la plupart des plécos, les mâles ont des pics sur les nageoires pectorales. Les deux nageoires d'en avant, au bout, vous allez voir, il y a des dards qui sont assez longs. Exact. Fait que tout dépendant de la variété, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Dans le fond, à quoi ça sert? Ça sert vraiment d'aller coincer la femelle dans la cachette. Fait qu'un coup que la femelle rentre dans la cachette du mâle, mais le mâle il vient se placer en arrière, il déploie ses nageoires pectorales, puis il coince vraiment la femelle dans le trou. Il se barre là. Puis comme Benoît il dit, ça peut prendre plusieurs jours avant que la femelle ponde. Fait que ça fait en sorte que le mâle, tant aussi longtemps que la femelle n'aura pas pondu, il ne la libérera pas. Fait que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre, c'est ça, comme une semaine. Fait que on ne sait jamais. Mais quand vous voyez une femelle dans le trou avec un mâle, croisez les doigts et espérez que ça va laissez faire la nature, puis ça va être beau. Oui, exactement. Donc, on a une belle preuve. Benoît, il fait des belles reproductions de L333. D'autres variétés aussi, Ben, que tu as reproduit? Ben oui, L199, le 201. On a d'autres, là, mais je m'en rappelle plus. Les ancitrus. Ben, les ancitrus, je les ai toutes faites. J'ai fait un peu le tour de l'élevage. C'est sûr que bientôt, je m'en viens avec d'autres variétés plus rares. Puis on le souhaite tout. Mais c'est ça. Puis pour le monde qui se demande comment que j'ai connu Benoît, dans le temps, justement, comme il a parlé au début, avant qu'il fasse ses plécocaves par lui-même, dans le fond, il est commandé de Belgique, il les faisait importer de Belgique. Puis que moi, qui est un très grand amateur de pléco, ben, je voulais avoir des caves qui venaient de l'Europe parce que c'était eux autres qui faisaient les plus belles caves que je savais. Fait que moi, j'avais même déjà commandé une cave, un condo à pléco de l'Angleterre. Là, quand j'ai vu ça, une annonce de cave de Belgique, j'ai sauté là-dessus puis j'en ai commandé plusieurs. Puis à partir de là, mais Benoît, il a commencé à faire ses caves lui-même. Puis c'est ça. J'en ai plusieurs encore ici. Il y en a beaucoup qui l'ont aussi. Oui. Il y a plusieurs animaleries aussi qui en vendent. Avant que vous passiez à la prochaine, j'ai eu une question. Oui, bien sûr. Tina nous demande, est-ce que c'est normal que mon mâle ancistrus est toujours en train de se reproduire à répétition? Est-ce que ça pourrait être mauvais pour sa santé de se reproduire constamment? Non, je pense pas parce que dans le fond, en tout cas, moi ici, j'ai plusieurs mâles dans mon aquarium avec plusieurs femelles, puis ils ne se reproduisent pas tout le temps. Dans le fond, s'ils ne veulent pas, ils ne se reproduiront pas. Ça, ouais. Peut-être parce qu'il est jeune, puis il veut absolument se reproduire, puis c'est correct parce que dans le fond, il va s'occuper des œufs. Si à un moment donné, il a besoin de manger, puis il n'est plus capable de s'occuper des œufs, il va arrêter par lui-même de s'en occuper. Tu vas le voir par toi-même, il va maigrir ton poisson. C'est toujours un travail encore là de visionnement. Et que si tu vois ton pléco ou ton ancitrus qui est un peu plus maigre, ben, soit que tu le nourris mal ou il travaille trop pour se nourrir. Fait que juste jeter un coup d'œil, mais même s'il irait à tous les 15 jours aller se reproduire, il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, après un certain temps, les ancitrus ralentissent beaucoup la reproduction. J'en ai vu des fois à 2 ans, j'en ai vu à 5 ans. Ils arrêtaient complètement de se reproduire parce que justement, ils sont à bout. Là. Ils n'en veulent plus. Fait qu'ils arrêtent ça. Je ne sais pas si eux autres qui ont une ménopause ou quoi que ce soit. Je ne connais pas ça. Je ne leur ai pas demandé. Je ne parle pas avec eux autres. Mais Non? Non. Mais c'est ça. Dans le fond, ça l'arrête tout le monde. Là, il est juste dans son boost de jeunesse, d'après moi. Si t'en parles, là, il doit avoir environ quand même. Mais à un moment donné, il va peut-être diminuer. Il y a peut-être moins qu'1 an aussi. Les ancitrus commencent à se reproduire de bonne heure. Là, les plus jeunes que j'ai vus, il y avait 2 pouces, moi, à se reproduire. Ça commence très tôt, les ancitrus. Super. Ben, super, merci. J'ai d'autres questions qui sont rentrées justement sur des sujets assez semblables. Donc, on a Marie-Michel qui nous dit « J'ai une question concernant la reproduction et la génétique des ancitrus. J'ai acheté des Calico Long Fins. Est-il possible que, vu la rareté, ils sont trop consanguins et que la reproduction ne fonctionne pas? Ils pondent, mais les bébés ne grandissent pas, même après 1 mois, et finissent par mourir. » Puis pour mettre en contexte, je pense que Marie-Michel reproduit déjà beaucoup d'autres ancistrus. Ben, si tu parles de Marie-Michel, c'est ça, qui a produit beaucoup d'ancitrus, c'est sûr que tu dois parler de Marie-Michel Guillou. Oui, c'est bien elle. Ben, écoute, Marie-Michel... Mais encore là, on a parlé tantôt du régime alimentaire. Je ne sais pas si elle a fait le tour, comme on a parlé d'épinards et de pissenlit. Oui. Ça, je te le dis, les œufs, ils sont meilleure qualité, puis tu risques d'avoir une réussite avec tes calicots. Mais la consanguinité, là, c'est... Faut vraiment là, que ça ait été pendant 50 ans, père, mère, frère, sœur. J'ai jamais vu encore de malformité quelconque dans ces poissons-là. Là. Exact. Je suis d'accord avec Benoît. Ça, dans le fond, Michel, ça, je sais qu'elle. Ça me surprend qu'elle ne soit pas venue m'en parler personnellement. Des fois, elle a besoin de conseils, puis elle vient de m'en parler. Ben, en tout cas, ça fait longtemps qu'elle m'a demandé conseil. Là. Mais j'ai pas mal fait le tour. Les bébés ne survivent pas. Bon, mais ouais, ça va pas bien. Mais moi, en tout cas, je sais que la dernière personne qui avait eu ces problèmes-là, c'était avec des L182. J'y avais parlé des feuilles de pissenlit, puis honnêtement, il a sauvé plus que 50% de ses bébés. Fait que ça a déjà été... C'est sûr qu'en hiver, le pissenlit ne pousse pas. Oui, c'est ça. Je pense que quand ça va commencer à sortir, ça va être bon pour toi d'en mettre dans des sacs Ziploc. Mais en tout cas, ça a fait ses preuves. Ancitrus longue fine, ouais. Je pourrais en parler longuement, c'est sûr, de tout ça. Mais il faut faire attention beaucoup, surtout si les bébés ils ont des longues fines. Faire attention au courant d'eau. Pourriture de nageoire. Pourriture de nageoire. Très fréquent. Parce que si tu as trop de courant longue fine, c'est comme un bêta. Les bêtas splendid, avec des grandes nageoires, tu leur mets du courant, ça se peut qu'ils se fatiguent pas mal plus qu'un placa. Fait que si tu as des bébés, tu as beaucoup de courant, fais attention là-dessus. Sinon, l'alimentation, fais attention au changement d'eau aussi. Sont plus fragiles à l'eau. Je sais que certains ancitrus, je sais comme les super white, Snow White. Ancitrus Snow White, faut faire très attention au changement d'eau. Ils sont hyper fragiles. Moi, j'avais réussi à en avoir, je pense, 2 ou 3 que j'avais trouvé en animalerie. Je capotais. Mais premier ou deuxième changement d'eau sont morts. Fait qu'il faut faire attention à ça. Tes ancitrus, peut-être quelques longues fines,
c'est sûr que c'est plus fragile que des calicos un peu plus standards, là, mais check ça. Puis en tout cas, s'il y a de quoi, Marie-Michel, tu sais, tu peux venir m'en parler. Ça va me faire plaisir de t'aider puis de trouver une solution, dans le fond, pour que tu puisses réussir ta reproduction puis avoir des bébés qui vont perdurer, dans le fond, qui vont pouvoir grandir. Fait que si on continue, des dents selon mon régime alimentaire. Vous interrompre une dernière fois. J'ai eu une Ouais. question en privé. Dans le fond, c'est un peu plus pointu, mais peut-être que vous pouvez aider. Dans le fond, Nadine me dit j'ai une femelle L136, Angelicus Pleco Gold Spotted. OK. Je suis incapable de trouver un mâle. Où est-ce que je pourrais m'en procurer un? On dirait que personne ne peut en commander. Ils sont déjà rares, les 136. J'en vois pas dans mes mains, dans mes listes de Pleco, parce que je suis un fan aussi du L136C. Si vous faites une recherche, là, vous allez voir que c'est un beau spécimen, là. Mais le L136, là, excuse, là, mais j'en vois pas. Fait que, faut vraiment aller voir peut-être un importateur qui a le doigté ou d'autres que moi, là, mais moi, j'en vois pas. Mais encore une fois, le L136, ça va dépendre des saisons, puisqu'il y a des saisons qui ne sont pas là, dans les places de pêche, dans le fond. Puis il y a certains temps qui sont là. Ça, je ne pourrais pas vous dire dans quel mois qui sont plus disponibles que d'autres. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que même si ça cherche un mâle, les risques de reproduction sont très faibles. Il faut vraiment qu'elle en commande plusieurs. Puis rendu là, justement, les L136, il y a une période qui a déjà été un petit peu plus courant. Je sais qu'Aquarius, des fois, en avait. Puis, à un moment donné, c'est ça. C'est devenu, je ne sais pas, on n'en voit plus. J'espère que ça va revenir à un moment donné. Puis, si ça revient, mais c'est ça, il va falloir en acheter plusieurs. Fait que si elle en a déjà un, si elle est capable d'acheter un groupe de 5, si elle a le budget pour le faire, puis si elle veut vraiment produire, bien, qu'elle y aille puis qu'elle se donne à fond. Puis je pense qu'elle va faire fureur avec ça. C'est sûr, mais c'est ça. Faut avoir de la patience parce que, comme j'ai dit tantôt, ça peut prendre vraiment plusieurs années dans un aquarium avant d'avoir une reproduction. Puis des fois, quand ça ne fonctionne pas, il faut rechanger d'aquarium. Puis des fois, juste les rechanger d'aquarium, ça peut déclencher, bang, suite reproduction, ça peut prendre même pas une semaine, puis go, ça y va. Mais il faut faire le test. Changer de forme de cave aussi peut peut aider l'accouplement. Ronde, triangle, carré, la profondeur, la grosseur, ça peut peut-être aider d'en mettre plusieurs dans un aquarium de toutes les formes, de toutes les grosseurs. Des fois, on dit, il va finir par mesurer 5 pouces. On va donner une cave de 5,5 pouces. Mais des fois, plus grande pour eux, c'est mieux parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Tandis que d'autres variétés de Pleco, que les autres, il y a mieux être vraiment à l'étroit. Ça fait juste, puis eux autres, ils aiment ça de même. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire des recherches. Puis quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans la reproduction de Pleco, là, on ne parle pas d'Ancitrus, on parle vraiment de Pleco un petit peu plus rare puis un petit peu plus touché. Aqualog, c'est vraiment une bonne chose à avoir. Puis, Ariane, je te vois dans ta caméra encore. Un petit rappel, si tu as ta liste avec toi, vas-y, Planète Catfish, tape le nom du Pleco que tu as, puis ça va t'apparaître tout de suite. Tu vas voir les photos, tu vas voir les dimensions des aquariums, puis tout. Tu vas pouvoir aider tes clients à avoir une meilleure. Tu vas paraître de quelqu'un qui connaît ton sujet, style long en large. Mais bon, on aime ça, les animaux comme ça. C'est sûr que ça va faire fureur parce qu'on s'entend que, en tant que passionné, je pense qu'on l'a tout déjà fait. Arriver dans une animalerie, poser une question, puis on la connaît, la réponse. On la sait, la réponse. Puis l'animalerie nous répond n'importe quoi, puis on rit dans notre tête. Mais c'est ça. Fait que quand on arrive à quelque part, puis qu'on pose la question, puis la personne nous répond la réponse qu'on
qu'on connaît, puis qui en rajoute en plus, on est comme wow! OK, cette personne-là connaît son sujet. Puis c'est là qu'on fait comme wow, OK, moi, je reviens ici, c'est sûr et certain, puisque c'est le fun de converser justement avec quelqu'un qui connaît son sujet. Fait que, ça ou quelqu'un qui est capable de te le dire aussi quand il ne la connaît pas en réponse. Ça Ouais, aussi, ben, j'aime aller ça. la Là, chercher. oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça m'est déjà arrivé en plus. Quelqu'un qui a fait écoute, moi, je ne le sais pas. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. S'il connaît la réponse, au pire, je vais. Mais moi, honnêtement, je ne le sais pas. Ça, c'est le fun. Ouais, ben, c'est ça qu'à date, mes clients aiment vraiment beaucoup, là. C'est le fait que je fais des recherches, etc. Je dis, regarde, la prochaine fois que tu vas venir, je vais avoir la réponse. Mais c'est aussi que je suis capable de dire, regarde, je ne sais pas. C'est de dire, c'est de l'avouer, puis au lieu de bullshiter, ils savent que je les bullshite pas, justement, parce que quand ça marche pas, ben, regarde, je vais te le dire, là, je sais pas. Je peux pas tout savoir. Non, exact. Fait que des dents selon mon régime alimentaire. Fait que ça, on voit ici dans l'image, on voit beaucoup de sortes de dentitions. Moi, je suis capable de vous dire là-dedans qu'il y a 2 plécos de la même famille dans ces photos-là. Puis, il y en a 2 autres qui sont de la même famille aussi. Fait que, ici, on a Hypancitrus. Encore là, Hypancitrus. On a un Panac ici, mais on a un deuxième drette là. Fait que, je vais vous montrer un peu la différence ici. Je vous montre vraiment des différences flagrantes. Fait qu'on a les Panacs. Les Panacs, là, ça va ressembler vraiment à quelqu'un du papier sablé, là, je te dirais, mettons, un numéro 36, 24 dans ce coin-là. Tu sais, du gros grain avec du plus petit, vraiment pour aller gratter le bois, pour être capable d'aller gratter. Puis, Parce que c'est vraiment un mangeur de bois. C'est Fait ça. qu'il va aller gruger le bois. ça. Il ne veut pas arracher des morceaux, il veut juste gruger. Fait que ses dents vont être un peu plus arrondies. Ça, on voit un peu. Je vais zoomer. Fait que les dents un petit peu plus arrondies, mais quand même qui peut aller gratter. Puis on va avoir vraiment les papilles de succion. Là. Je ne me rappelle plus comment dire ça. Mais ouais, c'est ça. Très belle dentition. Les panacs vont être comme 2 V inversés, ou des fois, ça va être comme un U, puis un autre V en bas. Hop. OK. Puis pour l'Eporacanthicus, Plus connu sur les pléco-vampires. ouais, ça, c'est un pléco-vampire. C'est vraiment la dentition la plus. Ceux qui vont avoir les dents les plus longues en avant. Lui, c'est un L029. OK, puis il est mort pour vrai. Il m'a vraiment mordu, moi. Ouais, Benoît, il s'est fait mordre. Moi, pendant que je travaillais dans un importateur de poissons, on avait reçu une fois, je l'avais pris dans mes mains par en arrière, dans le fond, chaque côté de la tête, pour pouvoir le prendre en photo, pour pouvoir prendre les dents en photo. Puis écoute, il se tordait Pour te mordre. pour aller mordre. Écoute, je l'avais dans mes mains, j'ai capoté parce que c'est vraiment un beau pléco. Mais quand tu vois les dents, ça fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut me dire c'est quoi son régime alimentaire? À quoi qui servent ces dents-là? Je vais vous donner un petit 30 secondes. Non, laisse faire, toi. Toi, tu connais la réponse. Je ne sais pas si c'était moi qui te l'avais dit ou tu l'avais vu avant, mais lui, il connaît la réponse. Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Non, personne à date. Même pas un test, un essai. Non, il n'y a pas de Carnivore. J'ai vu plusieurs réponses carnivores. Mais non. Désolé, ce n'est pas carnivore. Ce n'est pas un carnivore. Non, ça ne sert pas à gruger non plus. Je vais vous l'expliquer. Les dents que vous voyez là servent à aller chercher les mollusques. J'en avais parlé tantôt quand j'ai parlé d'huîtres et de moules. Dans le fond, c'est surtout un mangeur d'escargots. C'est sûr qu'il va en profiter, mettons, s'il est capable de trouver une huître qui est ouverte complètement, peut-être sur le point de mourir. Je savais, tabarnak. Ouais, il y a quelqu'un qui a marqué ça dans le chat. Fait que
lui, il va vraiment aller chercher les escargots dans sa coquille. Fait qu'il va vraiment aller le chercher à l'intérieur. Ben, pas complètement à l'intérieur, mais il va quand même aller chercher l'escargot puis il va commencer à le manger. Fait que ces dents-là servent à ça. Fait que dans l'Eporacanthicus, on retrouve le plus populaire, le L240, le plécovampire. C'est pas le vrai plécovampire qui est le L129, mais 0,29. L029, ouais. C'est pas la même chose pantoute. Le L129 qui est le Columbian Zebra, Ouais, Chocolate Zebra. Fait que c'est ça. Fait que le L029, puis c'est ça, le L240 qui est vraiment le plus commun. C'est ça, l'Eporacanthicus galaxia, qui est le L240, qui a une dentition beaucoup similaire. Les dents sont moins longues, par exemple, sont moins évidentes. Mais je voulais vous montrer quelque chose justement de flagrant pour qu'on voit que vraiment les dentitions des différentes espèces sont vraiment différentes. Fait que là, ici, on a vraiment le carnivore. On l'a un peu à côté aussi. Fait que ça ici, c'est 2 bouches d'Hypancitrus. Fait qu'on voit les dents sont beaucoup plus fines, mais c'est pour aller chercher vraiment des petits morceaux de chair. Mettons, sur des poissons morts. Encore là, c'est vraiment des opportunistes, là, les Hypancitrus. C'est vraiment, ils vont aller chercher vraiment plus des cadavres. Là. Les charognards. C'est ça, il est plus charognard, mais c'est sûr qu'ils n'iront pas chercher des viandes que ça fait, comme les poissons-chats, que ça fait, mettons, très longtemps qu'ils sont morts. Ils vont y aller avec de la belle chair, en fait. Je ne me trompe pas, ici, on a le Baryancitrus. Ouais. Fait que Baryancitrus, dans le fond, le L200, L128, le Blue Green Phantom, Gold Nugget. Gold Nugget, qui est un Baryancitrus aussi. Puis, dans le fond, eux autres sont un petit peu omnivores. Fait qu'on voit la différence de dentition. On a vraiment les longues dents ici, je pense, qui ressemblent plus au Pécoltia. Puis ici, des plus petites dents qui vont aller gruger vraiment, mettons, l'algue sur les roches, cette affaire-là. C'est ça. Puis tandis que les autres vont aller se servir quand ils vont aller vraiment comme sur des morceaux de viande, cette affaire-là. OK, dernière chose pour ça. Ici, on a le Scarlet. Je pense que c'est le 125, celui-là, je ne me trompe pas, on voit juste la dorsale un peu. C'est pour ça que ça me donne un indice. Là. Mais lui, il est beaucoup plus carnivore. Lui, ça va être vraiment Il va s'attaquer quand même à des petits crustacés, que ce soit les crevettes, ces affaires-là. Un régime un petit peu plus carnivore pour cette espèce-là, qui est Pseudodacanticus. Je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr du dent. Fait que c'est ça. Fait que ça termine pour cette conférence. Fait que là, on va y aller avec la période de questions. Fait que toutes les questions sur les loricarités, ça va me faire plaisir. Puis en même temps, vu que je suis en share screen, je pense que je peux aller vous montrer des photos, mettons, si vous posez des questions sur certains plécos ou quoi que ce soit. Allô, j'ai une question. Attends, Oui. avant de commencer, je voulais juste dire merci les gars. Puis pour les questions, ouais, c'est ça. Soit vous les posez comme Jérémy est en train de faire, sinon gênez-vous pas pour les écrire dans le chat. Fait que Jérémy, vas-y. Salut. J'ai manqué un bout de la réunion. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai que c'est des poissons qui vivent dans des rapides? Genre, tu pourrais faire un écosystème de rivière à haute... genre, comment tu appelles ça? Un powerhead? Là? Ben, tu vas avoir à peu près un bon 90% qui aiment les rapides, l'eau oxygénée. Pour eux autres, en plus, c'est plus facile de prendre la femelle pour s'accoupler.
parce qu'elle va aller se cacher entre deux roches, puis lui, il va être capable de courir après. Mais oui, c'est vraiment les rivières. Les eaux calmes, là, ils vont y aller aussi, là, mais ils aiment vraiment les rapides. Parfait. Exactement. Tu vas avoir une partie de l'année où certaines espèces qui vont se tenir dans les eaux calmes, les eaux un petit peu plus boueuses, qu'on pourrait dire. Mais la plupart viennent des rivières avec beaucoup de rapides. Puis on s'entend, pour le monde qui aime les documentaires, ces affaires-là, si vous checkez l'Amazonie, il y a quand même beaucoup de courants dans plusieurs grandes rivières. Même dans plus petites, il y a beaucoup de jeux dans le niveau d'eau. Fait que ça l'emporte beaucoup de nutriments, ces choses-là, mais oui, ils vont préférer un eau plus mouvementé avec une bonne oxygénation. Fait que si vous avez, mettons, un petit filtreur, mettons, vous avez un IAM qui pousse un petit peu, qui crache un peu moins, mettons, qu'un fluval, mais allez-y avec un bon oxygénateur de votre eau, puis ça va aider. Est-ce que juste un Powerhead, ça pourrait faire l'affaire? Oui, un Powerhead, c'est parfait. Powerhead avec une bonne filtration mécanique, là, tu vas trouver le bonheur avec ça. Oui. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai Nadine qui demande est-ce qu'on peut donner des fruits et si oui, lesquels? Des fruits? Ouais, Okay, comme fruits, nourriture, là, ouais. C'est touché, les fruits, parce qu'honnêtement, le sucre qu'il y a dans un fruit, ça rend l'eau opaque. Okay? Si tu ne l'enlèves pas à temps, l'eau peut devenir blanche. Fait que là, après, ben là, j'ai suivi le conseil du vendeur ou de Benoît ou Robert. J'ai mis un melon d'eau, mais il l'a laissé là pendant 12-24 heures. Mais l'eau, le sucre fait une chimie avec tes bactéries dans ton eau, elle vient opaque, blanche. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça. Justement, j'avais laissé le fruit toute la nuit. Quand je me suis levé le lendemain, mes poissons, ils étaient tous à la surface en train de respirer. Ils essayaient de respirer, puis mon eau était vraiment dégueulasse. Fait que, ça n'a pas été terrible de faire un gros changement d'eau et d'expliquer à mon boss, je vais rentrer un petit peu plus tard, mes poissons, ils vont pas bien à la maison. Mais c'est ça, je ne conseille pas les fruits. Légumes, OK. Les fruits, je ne conseille pas. Cocombe. Enlever les pépins. Mais sinon. Laisser la pleure. Il y en a qui vont aller gruger la pleure avant de manger l'intérieur. Oui, il y en a. Ils aiment ça travailler. Là. Laissez-les travailler un peu. Il y en a qui vont favoriser. Puis autant con que ça peut l'être, mais j'avais des ancitrus dans le même tank. Il y en avait qui allaient manger juste la pleure, tandis que les autres aimaient juste la chair. Fait que c'est comme nous autres, dans le fond. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des humains, qu'on aime toute la même nourriture. C'est faux. Il y a des choses que Benoît mange que moi, je ne mangerais pas pantoute. Fait que vice-versa. Fait que c'est ça. Fait que gênez-vous pas, puis variez. Puis en même temps, vous allez voir si vos poissons aiment ça. Des fois, ils n'aiment pas. Fait que vous ne pouvez pas dire telle espèce, d'après toi, il aime ça, le pied de brocoli? Je pourrais te dire non. Essaye-les, puis tu peux l'essayer deux fois. Tu l'essayes, puis toi, ça marche. Tu vas me dire, hey, toi, tu m'as dit non, puis ça marche. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça va marcher, que chez vous, ça ne marchera pas. C'est plus le contraire. Mais en tout cas, vous comprenez, c'est ça, il faut faire ces expériences. Super. Ben, j'ai une question, c'est sur les ancistrus, mais peut-être vous pouvez en parler aussi pour d'autres espèces. Quelqu'un qui aura des mâles ou femelles, c'est quoi le ratio qu'on vise? Les ancistrus, ça peut être 1 pour 1 ou 1 pour 2. Mais il faut qu'il y ait plus de femelles que de mâles. Tu peux avoir un mâle, une femelle, pas de problème. Mais si tu veux en rajouter un troisième, il faut que ce soit une femelle sûre. Parce que sinon, ça va être la guerre. Puis, quelque chose qu'on a oublié de mentionner, si vous avez plusieurs mâles dans votre aquarium, il faut s'assurer d'avoir une cachette pour chaque. C'est sûr. Si vous avez des grands aquariums, ce qui est mieux, là, vous pouvez faire les zoner, vos aquariums.
mettre des caves dans un coin, dans l'autre coin, puis au centre. Ça évite que les mâles se font un territoire tout dans le même, puis qu'ils s'entrechoquent entre eux autres. Parce qu'à coup de d'or, là, ça ne fait pas du bien non plus pour les mâles. Là. Non, Ils peuvent se maganer. Fait que zonez vos aquariums, puis mettez une branche de bois dans chaque zone avec vos caves. Tu sais, une 4 pieds, c'est 2 zones. Après, on peut tomber à 6 pieds. Là, moi, j'ai déjà 4 zones dans ma 6 pieds. Là. Fait que c'est ça, mais. Puis sur 200 plécos, j'en ai pas perdu un. Oui, il y en a pas mal de plécos dans son aquarium, mais bon, là, il y a la filtration qui va avec. Ces changements d'eau sont assidus aussi. Fait que c'est ça qui aide un peu aussi sa reproduction. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, ben on a une question concernant le courant. Dans le fond, en résumé, c'est est-ce qu'il peut y avoir trop de courant? Est-ce que ça pourrait les épuiser si, mettons, il n'y a pas assez de cachettes ou d'endroits qui peuvent se. Ben, ça c'est oui, tu sais, c'est comme je te dirais, va nager, mettons, dans une rivière avec full courant, mais je te mets pas de spot tranquille, genre que tu peux aller te reposer. À un moment donné, tu vas te fatiguer, puis je pense que ça, c'est. Vous pouvez mettre les caves, là, justement, vous pouvez mettre le courant comme ça, mais les portes dans le sens contraire. Fait que les femelles peuvent aller se cacher parce qu'ils sont fatigués, justement. Puis le mâle, ben, coucou, je suis là. Fait que ça peut faciliter aussi l'accouplement. Mais il faut vraiment gager son aquarium. Faut vraiment mettre des points, genre qu'ils vont pouvoir aller se cacher, qu'il n'y aura pas de courant. Une grosse roche, ils vont aller en arrière. Même principe d'un rivière avec le saumon, là, s'il y en a qui m'empêchent. Ça, si je suis capable de retrouver la vidéo de cet aquarium-là, je vais la mettre sur le site, sur la page Facebook de la SAM. Écoutez, l'aquarium, le gars, il doit avoir 3 pompes. Je ne sais pas comment que ça marche, son affaire, là. Mais ça doit être une méga pompe à piscine que le gars il a dans son aquarium. Écoute, tu vois ça passe de ça en haut des morceaux de bois, puis en dessous, c'est vraiment un rapide. Puis son aquarium fait comme 8 pieds de long, mais c'est vraiment là, du rapide d'un bord à l'autre. Les plécos, ils ont de la misère à rester en place, mais c'est ça. J'ai mis la vidéo la vidéo du courant, je l'ai mis dans le chat. Là. Je suis pas mal sûr qu'on parle de la même tank. Oliver Knott, là? Hein? Oui, avec un Barian Citrus Gold Nugget dedans. Gold Nugget, je pense qu'il y avait des panacs aussi. Oui. Fait que, tu sais, lui, il est reproduit là-dedans. Là. Fait que, tu sais, ça demande beaucoup de courant, mais c'est vraiment quelque chose de super à voir. J'utilise cette vidéo-là comme pour les clients. Comme référence? Oui, c'est ça, pour leur montrer un peu le petit cas, tu sais. Dans l'environnement naturel, ça peut ressembler à quoi un peu pour eux autres, tu sais, genre, c'est pour ça qu'ils ont cette allure-là aussi, tu sais, c'est aérodynamique, s'il vous plaît, là, un pléco, là. Oui, surtout, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un panac adulte, les gros panacs, mettons comme le Watermelon, le L191, le Royal Pléco, le Blue Eye. Écoutez, une monnaie, il arrête de grandir, mais il prend du coffre, puis la tête devient comme un peu en pente, puis l'abdomen vient comme une montagne, puis après ça, la queue a fini tout petit en arrière. C'est justement pour avoir le moins de résistance, pour que l'eau passe par-dessus, puis qu'elle l'écrase vraiment contre le sol, qu'il puisse aller se coller. Fait que c'est une façon pour lui, justement, de pouvoir avancer tranquillement dans les rapides, sans se faire comme pousser par en arrière parce que vu que le courant passe par-dessus lui, mais il se fait vraiment comme à côté, puis il peut vraiment se déplacer au travers des rapides comme ça. Puis je trouve ça fabuleux de voir la forme qu'ils ont justement. Juste pour ça, c'est comme. C'est le fun. Moi, en tout cas, j'adore. Je parle de pléco, je suis tout émoustillé. C'est vraiment ma passion. On s'ostine souvent aussi. Hein? Ah ouais, sur quoi? Ben, les formes de pléco, la nourriture, on s'est Ouais, ça c'est vrai. Puis quand on a un défi, des fois, d'un client, c'est quelle sorte de pléco là? Oui, parce que les clients s'amusent à nous envoyer la même crème de photo, puis tu peux-tu m'identifier ça?
Fait que là, ben souvent, ben, c'est moi qui gagne à la fin. Parce que t'as plus ton aqualogue. J'aurais une question. Oui. J'ai des handlers chez moi avec différentes sortes de plécos. Est-ce que les plécos, ils peuvent les manger? Seulement s'ils sont morts. Moi, Les handlers. des anges il a parlé d'anges. Non, Des non, c'est arbres. des handlers, des petits guppies dans Ah, le les fond. handlers. Oh non. Les handlers sont beaucoup trop rapides pour. Seulement Pour s'ils que sont les morts, les plécos, ouais, cadavres au fond, ils vont aller le manger. Mais sinon, ils ne sauteront pas dessus. Non. La même chose, ça n'attaque pas les discus. Ça, c'est une rumeur. Là. Puis ça n'attaque pas non plus les anges. Fait que si à un moment donné, tu vois un handler, mettons, dans le fond de l'aquarium, puis ton pléco, il est par-dessus, c'est parce que si, mettons, tu vois ton handler encore bouger, c'est parce que soit qu'il était malade, ou il est rendu trop vieux. Un handler, ça n'a pas une espérance de vie extrêmement longue. Non, mais je pensais pour les alevins aussi. Non, il n'y a pas de danger. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. À moins que ton alevin, comme tes alevins, si tu as du gros gravier dans le fond, puis tes alevins vont se cacher dans ton gros gravier, puis le pléco, il passe par-dessus le gros gravier, puis il aspire un peu en tétant, il peut peut-être navaler sans faire exprès, mais c'est pas. Il n'ira pas les chercher de C'est lui-même. ça. OK, merci, c'est bon. Si tu arrives avec vraiment, tu me poses cette question-là parce que tu trouves que tu as beaucoup de pertes dans tes handlers, oublie pas que c'est des poissons d'eau froide. Fait que une température de entre 19 et 23 degrés pour Goupy Handler, je favorise le 21, là, généralement, on est honte, là, mais t'es mieux avec Goupy Handler, tu vas avoir moins de pertes. Tu vas peut-être avoir moins de reproduction qu'une température plus élevée, mais tes poissons vont être plus en forme. J'en ai en masse. J'ai pas de problème de reproduction en tant que tel, mais je voulais savoir, parce que j'ai pas le contrôle, là, mais c'est parce que j'ai des petits bébés, c'est un pléco, un fantôme bleu, 128. OK. Puis il est assez gros, là, 8-9 pouces, dans une 25 gallons. Ouais, ta 25 gallons commence à être limite pas mal pour ton Blue Phantom. Va falloir checker peut-être pour grandir bientôt. Là. Mais pour les bébés, il n'y a pas de danger? Non, zéro danger. OK, super. Super, merci. Ça fait plaisir. Hey, j'ai une autre question, les gars, sur est-ce que vous avez des trucs pour la reproduction des Rhinello-Ricaria? Je pense que c'est les whiptails, si je ne me trompe pas. Si soit il y a des sortes de plantes ou d'autres trucs que vous avez pour la reproduction. Écoute, j'ai pas de truc favorable pour la reproduction. Ça prend quand même un pH bas, puis un bon changement d'eau. C'est des poissons qui vont tenir. Ça prend pas de cachette vraiment pour eux autres parce que le mâle va tenir les œufs en dessous de sa poitrine. Fait que c'est un peu comme les Farlowella, sauf que les Farlowella, eux autres, ça va être dans les vitres. Ils vont les coller ces vitres, puis le mâle va aller se mettre par-dessus. Sauf que lui, c'est des poissons de sol. Fait que c'est la même chose, mais au sol. Fait que le mâle va aller se mettre par-dessus les œufs. Ça va être comme sous sa poitrine. Fait que c'est des poissons qui ne prennent pas de cachette de reproduction. Mais c'est ça va prendre un pH bas, une stabilité aussi dans l'environnement. Ben, pas l'environnement, mais dans le cycle de l'aquarium. Puis à un moment donné, mais ça va prendre un changement d'eau plus froide que la température générale de l'aquarium. Un bon gros changement d'eau. Encore là, c'est comme plus touché à faire la reproduction, mais oui, ça peut se faire. Mais c'est un gros travail. C'est pas un poisson qui est super facile à reproduire, mais qui se fait en aquarium. Il y a plusieurs qui en reproduisent. Des fois, c'est involontairement.
Les reproductions que moi j'ai vues, c'est surtout dans les bacs de discus. Fait que c'est ça. Puis ça prend un sol comme plus sable parce que c'est des poissons qui vivent dans le sable. Des fois, ils vont même aller s'enterrer un peu dans le sable. Fait que ça prend vraiment un sol sablonneux pour eux autres qui puissent vraiment se camoufler. Fait qu'un coup, ils vont être vraiment à l'aise. Mais là, on nourrit quand même fortement protéiné pendant 2 à 3 jours. Puis après ça, un bon changement d'eau, mais faire attention au changement d'eau plus froide. Puis en même temps, à partir de là, ça se peut qu'on aille une pompe. Mais il en faut quand même quelques-uns dans l'aquarium. Ah, super, merci. Alors, une question de Tan qui demande, c'est pas en lien avec les whiptails, si vous avez déjà des femelles qui ont été blessées suite à des reproductions ou des tentatives de reproduction? Oui, dans mes 333, j'en ai eu qui étaient très maganés. Fait que ça arrive, ça peut arriver même fréquemment. Tu peux même en trouver dans les femelles en citrus parce qu'ils sont tellement squeezés, puis le mâle, il veut tellement qu'il peut aggraffiner un peu. Là. Il peut même être violent un peu. Ouais, il peut aller jusqu'à la mort. All right, parfait. Une autre question. Que pensez-vous de nourrir les carnivores avec de la viande rouge extra maigre? Jadis, je nourrissais mes discus avec une pâtée à base de cœur de bœuf et les plecos adoraient ça. Oui, bien la nourriture à discus, si vous avez des hypancicrus, ces choses-là, tout ce qui est pâté, je conseille. Le bœuf, il ne faut pas oublier que s'il a mangé beaucoup de bœuf, de viande rouge, là, c'est de varier aussi, hein, d'aller chercher le petit pois aussi. C'est pour ça que dans le mélange de cœur de bœuf, là, souvent, ils vont mettre des légumes verts. Ils vont les mettre des petits pois, des asperges, ils mettent du brocoli, la spiruline. C'est pour faire un mélange des deux. Ça nettoie l'intestin de l'animal. Parce que là, après, tu vas arriver, tu vas faire du bloat. L'animal en soi, s'il y a trop de protéines en elle, elle va coincer. Là. C'est pas ce qu'on veut. Là. Non, je pense que quand tu as des plécos que tu as dépensé pas loin de 100 $ du pléco, puis tu en as quelques-uns dans ton aquarium pour faire la reproduction, c'est sûr que tu ne veux pas avoir de bloat, puis tu ne veux pas que ça se propage, puis tu veux pas. Fait que c'est pour ça que dans une pâte à discus, bien souvent, on va mélanger, même il y en a qui vont mettre un peu de fruits à l'intérieur. J'ai déjà entendu des bananes, justement, pour je pense que c'est le potassium. Ouais, c'est le fruit le plus riche. Ouais. Fait que ça, les petits pois, ils vont vraiment avoir un mix varié. Tandis que le bœuf, même si on va chercher du bœuf haché extra maigre, c'est rare que tu vas avoir juste de la viande. Tu vas quand même avoir une partie de gras à l'intérieur. Fait que faut faire attention aussi là-dessus. C'est pour ça que généralement, on va chercher le cœur, la partie qui est généralement moins de gras. Fait que je pense qu'elle devrait continuer avec son mélange, dans le fond, à discus, tandis que d'aller vers le bœuf haché. All right, parfait. J'ai une autre question. Vous avez parlé avec les Africains au début des roches calcaires. François me demande où on trouve ça, des roches calcaires, comme ceux que vous avez mentionnés. Ben, dans les animaleries, généralement, elles sont juste à côté des base rock ou pas loin. Où est-ce que tu vas acheter ta base rock pour tes Africains? Tu peux checker, la roche calcaire est là. Généralement, on la voit très bien parce que c'est une roche qui est comme un peu étagée. Fait que, c'est une roche qu'on va voir plusieurs couleurs. Mettons, ça peut passer comme du rouge au beige, au brun, puis mais on peut le demander aussi. Généralement, la personne à l'animerie serait capable de te répondre là, une roche calcaire. Il va le voir par lui-même. Là. Mais comme j'ai en Afrique, le calcaire, je pense que même les pyramides sont faites avec de la roche calcaire, je ne me trompe pas. Fait que, tout là-bas, ces roches-là, c'est pas de la base rock comme qu'on achète du corail et toutes ces affaires-là. C'est de la roche calcaire. Fait
sais, si vous aimez vraiment les plécos et les loricardés, allez-y plus avec des roches qui peuvent être pas coupantes pour eux autres, qui ne peuvent pas se blesser. Fait que faire attention à ça. All right, parfait. Ben moi, j'ai plus de questions dans ma liste, mais s'il y a des gens qui ont des questions de dernière minute, gênez-vous. Ah, bon, parfait. En cas de ventre gonflée, justement le bloat, comme vous avez mentionné, qu'est-ce que vous conseillez comme traitement? Puis on a des suggestions de patates douces ou de sel d'Epsom. Ben, le sel d'Epsom, moi, j'ai déjà vécu ça. Le sel d'Epsom, c'est un bon bain de 15 minutes. Après, ben, c'est de monter la température légèrement de l'aquarium, puis laisser aller à la nature, d'arrêter de nourrir ton pléco. Il va finir par évacuer. Puis si au bout de 2 jours, tu n'as pas de résultat, un autre bain de sel d'Epsom, mais jamais le long terme, on parle de 15 minutes. Ouais, dans le fond, on fait des bains. Fait que, dans le fond, on va quasiment, quand on lit les directives, mettons, pour traiter un aquarium au sel d'Epsom, on va quasiment doubler la portion de sel dans le bain. Dans le fond, il ne faut pas faire ça dans l'aquarium, on le fait à part mettons, dans une chaudière. On va quasiment doubler la quantité de sel que dans un aquarium. On va laisser, dans le fond, le pléco tremper dedans, c'est sûr, sous supervision. Puis un coup que c'est fait, ben là, après, d'un coup que tu as guéri l'animal, là, ben tu changes l'alimentation parce que tu as sûrement fait quelque chose de pas correct. Trop de protéines. Fait que là, tu as trop de protéines. C'est pour ça que un jour sur 2 là, ou un jour sur 3, de la manière que tu nourris tes poissons, là, ben, tu rajoutes un légume. Laisse-les travailler. Un morceau de bois aussi, il faut qu'il aille le gruger. C'est là-dessus qu'il fait, il fait son nettoyage naturel avec ça. Là, j'en reviens vite. Pour quelqu'un qui nourrit, mettons, brine shrimp, c'est quelque chose de très protéinique quand même. Fait qu'on a cette version-là, dans le fond, brine shrimp avec... Ah ouais. Brine shrimp avec de la spiruline. Dans le fond, on va retrouver un peu de végétal à l'intérieur. Fait que c'est un mix des deux. Fait que ça donne justement l'opportunité de donner une portion de végétaux avec ta base de protéines. Je pense que la carapace aussi des brine shrimp, c'est quelque chose qui fait un peu comme des fibres dans l'intestin. La carapace des brine shrimp. Ah, c'est carrément bon. Ce serait quoi le dosage? Ben, moi, je mets une cuillère à table, la grosse cuillère qu'on parle, là, une cuillère à soupe là, par 5 gallons. Puis je le dissous avant de le mettre dans l'eau. Et je le brasse comme il faut. Là, puis après, je le mets dedans. Après, je mets l'animal. 15 minutes. Dans 5 gallons d'eau? Oui. Ah, OK. Fait qu'une grosse cuillère. Ben, ça fait plaisir. Fait qu'Hugo, est-ce qu'on avait d'autres choses? Ben non. Je pense que ça, c'était notre dernière question de Luc. Puis je remercie Luc. Mais non, je pense qu'on a fait le tour. Un gros merci.